Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 9, que j'ai pu avoir en test. Il était intéressant de tester le OnePlus 9, du coup, parce qu'il y a eu un petit partenariat avec Hasselblad, qui est spécialiste dans la photo, notamment donc, pour les objectifs, avec des capteurs photo qui sont été améliorés par rapport aux anciens OnePlus. Il y a une notion au-delà des OnePlus et de la caractéristique, surtout, de voir quelle est leur capacité photo, qui n'ont jamais été totalement mauvaises, mais qui n'ont jamais réussi à se hisser parmi les plus grands. Est-ce que cette fois-ci, ça arrive à faire mieux? On va voir ça tout de suite. Bien évidemment, on va regarder aussi le reste, mais le focus sera fait sur la photo, avec une petite partie donc sur la mienne, où je donne mon avis et les quelques photos pas très jolies que j'ai fait, plus celles que j'ai fait, que ma copine a fait du coup, pour ce test, évidemment. Ce qui fait que c'est très intéressant, il y a pas mal de choses à dire, il y a des choses très sympathiques, d'autres un peu moins, mais globalement, ça reste très intéressant. Ça reste bien évidemment un OnePlus réellement dans sa forme, dans sa globalité, dans ce qu'il propose, notamment l'expérience utilisateur qui reste le point central que veut mettre en avant OnePlus. On parlera un petit peu d'un petit point particulier sur l'écran qui est super cool, et du coup, on passe au test. Sachez qu'aujourd'hui, il se trouve à peu près vers les 600-650 €, ce qui le rend d'autant plus intéressant si vous recherchez de la puissance et l'expérience utilisateur OnePlus. Tout d'abord, parlons un peu du design. On a sur ce OnePlus 9, alors déjà, je trouve cette couleur vraiment très jolie, un espèce de violet très, très léger qui rend vraiment ce smartphone un peu design, je trouve, dans sa forme. On se retrouve avec un dos en verre, mais une tranche en plastique. C'est un peu particulier, ce qui fait que ça fait un côté un peu cheap. Ça, c'est une première chose et c'est un peu dommage. Au niveau de la partie un peu cartouche, comme j'appelle des appareils photo, ça reste assez bien fait, ce qui fait que c'est pas trop grossier comme ce qu'on peut voir chez d'autres, et aussi la notion un petit peu Hasselblad comme ça a été fait que ça permet de remplir un peu le vide, et que ça fasse pas un espèce de gros carré, pas très joli, merci la moto. On a toujours le petit slider qui est présent, ceux qui aiment bien les iPhones ou les OnePlus pour ça, c'est toujours présent, donc du côté droit, on a le bouton power, le volume, en dessous l'USB-C, les haut-parleurs, rien de spécial en soi. Par contre, comme vous pouvez peut-être déjà le voir de loin, mais là on le voit bien, les traces de doigts seront légion. Sachez qu'OnePlus vend une coque aussi que j'ai pu tester et qui fait que ça rend très agréable, qui prend forcément beaucoup moins les traces de doigts et qui se nettoie facilement quand vous avez été sur un objet qui met quelques traces. Au-delà de ça, il est quand même agréable en main. On est très loin aujourd'hui de ce qui était proposé par certains OnePlus où les tranches étaient très très fines. Ici c'est bien large, donc ce qui fait que la prise en main est bonne. Autre chose, et ça fait toujours partie du design, c'est au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, forcément, comme chaque acteur, quand on doit jouer entre des grosses spécifications et on doit jouer sur des concessions. Ici, la concession était au niveau de l'intégration de l'écran. Quelque chose qui coûte un petit peu cher, c'est d'avoir en fait toute la partie qui va absorber les chocs de l'écran, la partie en plastique qui va faire un peu le joint, va être visible. C'est ce qu'on retrouve généralement sur un smartphone d'entrée, voire milieu de gamme. Par exemple, je pense au dernier que j'ai pensé, Vivo V21. Sur les hauts de gamme, c'est quelque chose qui est caché et qui est mis en fait en gros entre la tranche et l'écran, la tranche en métal. Ici, c'est pas le cas, ce qui fait que c'est un peu visible. C'est un peu dommage et ça peut donner encore plus ce côté cheap qui était déjà présent par la tranche. On n'a pas de côté aussi qui est incurvé, donc quelque chose qui est un petit peu étrange aussi aujourd'hui face à la concurrence, mais pour ceux qui apprécient, ou justement qui n'apprécient pas ce côté incurvé, vous aurez quelque chose de complètement plat, même plus plat que chez Samsung qui incurve très légèrement les bords. Donc ça peut vous plaire quand même. On a du poinçon, et ce qui fait que, en plus de ça, on a la charge sans fil qui est présente. Sachez que ça, c'est une chose que OnePlus met pas mal en avant, avec la dash charge, etc. Pour qui c'est important, vous l'avez. Globalement, ce qui est bien, c'est que le smartphone reste compact, notamment par rapport à la version Pro, on est sur du 6.4, 6.5, si je dis pas de bêtises, et ce qui fait qu'on reste sur quelque chose qui est agréable. Moi, je l'utilise à une main, le 6.4, 6.5 est agréable, mais comparé à un Samsung, c'est quand même beaucoup mieux, même au niveau du poids. Ce sont des choses qui sont importantes, que ce soit pour l'accès ou pour tout simplement le petit doigt sur lequel repose en général le smartphone et que beaucoup doivent utiliser à une main, qui prend bien cher parfois au point d'en avoir parfois mal quand c'est un peu trop lourd. Allons un peu plus loin, je me suis pas mal attardé sur le design, l'écran. L'écran est excellent, on est sur un écran 120 Hz, adaptatif bien évidemment comme tout le monde, avec bien évidemment, si je ne mets pas le plan dessus, le lecteur d'empreintes qui est plutôt réactif. Donc ça, c'est comme d'habitude aujourd'hui, c'est plutôt bien maîtrisé sur ces nouvelles générations de lecteurs d'empreintes. L'écran lui-même est vraiment très bon, très agréable.
on pourra remarquer au niveau du 120 Hz quelques petites choses. Du point de vue hardware, on va dire, du point de vue du matériel, on va se retrouver avec quelque chose qui est très réactif, mais si je compare à du Samsung, ça semble être un poil moins réactif. C'est logique, ce Samsung est en 2K, et en plus de ça, il est vendu 1300 € au départ. Ici, on est à 800 € et quelques, si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que je me cale sur les prix actuels. Ce qui fait que c'est un peu moins bon, mais bon, clairement, on est quand même dans le haut du panier. On pourra gérer tout ce qui est mode sombre, tout ce qui est gestion pour les yeux, avoir un écran, et c'est un petit peu le cas d'ailleurs ici, un écran qui soit un peu plus jaune pour moins vous fatiguer les yeux, et c'est quelque chose qui est efficace. On peut le régler, bien évidemment. Et passons donc à la partie logicielle, qui est donc OxygenOS sur ce OnePlus. OxygenOS qui est très bien optimisé. J'ai pas eu de souci particulier à part sur une chose. Twitter, sur ce téléphone, et j'en utilise en ce moment, j'en ai eu pas mal en test, sur ce téléphone a beaucoup de mal, et je sais absolument pas pourquoi. Au-delà de ça, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à Android pur, enfin, c'est quasiment ça, c'est exactement pareil, avec plein de petites choses en plus, par-ci, par-là, pour améliorer votre expérience, comme ce que peut proposer Oppo, Vivo, etc. Plein de petites options en plus qui peuvent être agréables. Comme je l'ai dit juste avant, on est sur du 120 Hz adaptatif ou 60 Hz. L'adaptatif n'est pas forcément partout, ou en tout cas, il y a une petite chose qui me dérange. Sur certaines applications, mais je l'ai remarqué surtout sur l'application YouTube, quand il est en 60 Hz, il n'arrive pas à lisser en soi l'effet, en fait, ce qui fait que ça fait un côté un peu saccadé. Donc c'est pas assez lissé du coup, et par rapport à un Samsung qui, je suppose, fonctionne aussi en 60 Hz sur cette application, eh bien, on n'a pas cet effet de saccade, où on n'a pas de trop grande différence, ce qui fait que j'avais déjà eu par une personne, enfin un pote en gros, en soi, qui me parlait de ça, et qui me disait qu'il était obligé d'utiliser une application pour forcer à ce que le 120 Hz soit utilisé tout le temps, parce qu'il voit trop la différence entre le 120 et le 60 Hz. Et clairement, malheureusement, je l'ai ressenti aussi, ce qui fait que c'est un peu dommage, et j'espère qu'une prochaine mise à jour pourra régler ça, et pourra permettre d'avoir un 60 Hz plus lissé, pour avoir toujours cette impression de fluidité excellente. C'est un petit peu dommage parce que justement, et le point que je voulais un peu appuyer, et que j'ai parlé en début d'intro, c'est surtout la gestion du tactile. Au-delà du fait qu'on soit en 100 Hz, et quand on se sent bien en 100 Hz, il y a aussi une chose, c'est qu'on a un suivi du tactile par rapport au pouce qui est beaucoup plus réactif que tous les smartphones que j'ai eu actuellement. Beaucoup de smartphones vont un petit peu lisser, vont adoucir un peu nos mouvements. Ici, on est beaucoup plus dans quelque chose qui va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus... on n'a pas l'impression de cette impression de douceur. On va avoir quelque chose de plus... pas percutant, je pourrais pas dire ça, mais on a cette impression vraiment que l'écran va réellement suivre notre doigt, beaucoup plus que d'autres smartphones où, pour des petits... Enfin, le temps que ça commence, que ça nous suive, on peut avoir une légère latence, mais surtout, on a quelque chose qui ressemble pas trop. Là, on a vraiment cette impression de réactivité excellente, voilà. Comme si on avait une excellente réactivité et que notre pouce était vraiment suivi point par point, dans le sens où ça va vraiment, le moindre geste va être reproduit sur l'écran, là où c'est beaucoup plus lissé sur d'autres smartphones. C'est un truc con, mais ça peut jouer en termes d'expérience sur ce côté plus, et ça se ressent vraiment à l'expérience. Au-delà de ça, ça fonctionne très bien, et j'ai pas eu d'autres problèmes au-delà de Twitter à l'utilisation. Ça peut dépendre des smartphones, bien évidemment, mais ce qui fait que j'étais assez content de ce point de vue-là, et c'est vraiment agréable au quotidien. Au niveau de la puissance, on est sur un Snapdragon 888. Alors, on va parler rapidement des benchmarks, je vais vous les mettre là, rien d'exceptionnel, c'est le meilleur chez Android, tout simplement. La petite polémique qu'il y a eu, c'est que, ensuite, les performances sont bridées. Alors, oui, tous les smartphones le font, plus ou moins, pour, justement, éviter trop de chauffe, éviter une trop grosse consommation d'énergie, éviter, tout simplement, que, bah, voilà, ça utilise trop... la puissance d'un smartphone, vous savez, elle est toute relative. Il y a beaucoup... Dans l'utilisation, ça va être la mémoire, ça va être la RAM, ça va être un peu le processeur graphique, et c'est le mélange de tout ça qui va faire qu'on va avoir une bonne réactivité, une bonne fluidité, et que tout va s'ouvrir très vite. Et ce qui fait que ici, avoir le Snapdragon 888 toujours à fond, ça n'a pas d'intérêt. En plus de ça, il a tendance à chauffer, et tout simplement parce que c'est un très haut de gamme, et Qualcomm derrière a juste voulu mettre un maximum de puissance au détriment d'une expérience un peu plus limitée. Forcément, il faut rattraper Apple qui aujourd'hui mène la danse en termes de puissance, et il est possible que Qualcomm ait voulu montrer ce qu'il savait faire de mieux et se mettre aussi au-dessus de Huawei et de Samsung en termes de puissance pure sur les benchmarks. Ce qui fait que ça a été bridé derrière, mais clairement, ça bride pas l'expérience non plus. Par rapport à un 870, c'est quand même un peu meilleur, notamment graphiquement, et en termes de réactivité, le OnePlus est bien optimisé, ce qui fait qu'on aura, par rapport à un Vivo X60 Pro que j'ai encore,
plus pour longtemps d'ailleurs, ce qui fait que ça reste un petit peu mieux, et en termes d'expérience, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Ce qui sera bien aussi intéressant, c'est que ça tiendra un peu plus dans le temps, surtout au niveau des jeux vidéo, au niveau de la réactivité, par contre un peu moins au niveau du multitâche, puisqu'on est limité à 8 Go de RAM sur cette version-là. Au niveau d'autonomie, par contre, j'étais un poil déçu. Je sais que c'était un petit peu moyen, entre guillemets, ce qui fait qu'on va être entre 4 et 6 heures d'utilisation, et je pense que c'est dû au fait d'avoir cette réactivité, la fluidité qui joue aussi, et peut-être un manque d'optimisation au niveau des ressources, ou voire tout simplement le 888 qui consomme beaucoup plus qu'un 870 du X60 Pro, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec forcément une autonomie qui est un poil moyenne, je trouve. Ça aurait pu être un petit peu mieux, peut-être au détriment, encore une fois, d'avoir des performances un peu plus baissées au quotidien. Mais clairement, après, tout dépend de ce que vous recherchez, et encore une fois, c'est clairement pas sur l'autonomie que OnePlus met l'accent, mais beaucoup plus sur l'expérience utilisateur, et ce qui fait que là-dessus, ils marquent des points. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, et ce qui fait que maintenant, on va pouvoir aborder plus sereinement la partie photo. Je me glisse entre deux parties de vidéo parce que j'ai oublié une petite partie, c'est l'audio, ce qui est assez marrant vu ma chaîne. Mais ce qui fait que rapidement, on va parler tout d'abord des doubles parleurs, donc on en a en façade et en dessous, et il est vraiment très bon. D'une part, il est très puissant, et de l'autre, on a une bonne ampleur en termes de son, ce qui fait qu'on peut bien en profiter. En plus de ça, au niveau du volume, on peut gérer de façon assez précise tout ce côté, tout ce volume en fait, plus que d'autres, ce qui fait que ça ne monte pas d'un coup, ce serait un peu plus fin pour le réglage, ce qui est plutôt sympathique. Autre chose, et pour moi qui est important, c'est forcément le Bluetooth. Aujourd'hui, tout passe par le Bluetooth, et ce qui fait que, donc, bien évidemment, on va avoir tous les codecs qui sont présents aujourd'hui sur le marché, mais ce qui est encore mieux, et très cool, alors déjà il capte bien, mais surtout c'est que le AAC et l'USB-C sont bien implémentés. Parce que comme c'est assez aléatoire selon les acteurs, et Vivo et Oppo là-dessus sont vraiment pas très bons, ici il y a une bonne gestion ici, puisque le AAC est déjà utilisé sur les OnePlus Buds Pro, ce qui est quelque chose d'important, parce que si vous ne gérez pas le codec qui ont rapport avec vos 3 wireless qui sont avec ce même codec, c'est compliqué. Ce qui fait qu'on a quelque chose de mieux, et globalement on va avoir un son qui ne va pas être limité pour de l'économie d'énergie, notamment sur le codec AAC. Donc c'est une excellente chose, et je tiens à appuyer cette petite chose toute bête. La partie photo, c'est le petit point que j'aime bien appuyer aujourd'hui sur mes tests, histoire un peu de changer, et parce qu'aujourd'hui, c'est le point central de beaucoup de smartphones, que ce soit en termes de marketing, ou en termes d'utilisation, ou en exigeant, tout simplement. Ce qui fait que ce OnePlus 9 est un triple capteur. Alors, triple capteur, c'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais on va dire, pour moi, plus un double capteur. On a un très grand angle avec du 50 mégapixels de très bonne qualité, un très gros capteur, ainsi qu'un capteur principal qui est lui signé Hasselblad. Enfin, c'est que celui-là qui est Hasselblad avec des objectifs Hasselblad. Ça veut pas dire que le très grand angle est nul, mais c'est juste là-dessus que le traitement ou l'optique Hasselblad a été installé. Le troisième capteur est un capteur monochrome de 2 mégapixels. En gros, il va plus aider pour le détourage en mode paysage, qui, voilà, c'est un petit plus, ou c'est juste pour dire il y a 3 capteurs. Je ne sais pas si c'est les deux en même temps. Mais bon, pour moi, ça aurait pu être, entre guillemets, enlevé, je pense. Première chose à dire sur ces deux capteurs, on est sur un capteur en ouverture 1.9, ce qui fait que déjà, en termes d'ouverture, notamment pour la nuit, on en parlera après, c'est un peu plus limité, mais en plus de ça, sans stabilisation optique. Pour la vidéo, ça peut être compensé avec la stabilisation électronique, mais pour la photo, notamment dans des conditions qui vont être un peu plus compliquées, voire de nuit, ça limite fortement la durée d'exposition. Ça peut pas être compensé autant, et en plus là, le mode nuit est assez court, et ce qui fait que les photos, on va en parler après, bah forcément, sont assez limitées. Donc ça va être déjà un défaut qu'on peut mettre en avant. Le très grand angle, pareil, il n'y a pas de stabilisation, mais on est en ouverture 2.2, ce qui est un petit peu plus logique, et ce qui fait que, donc voilà, on est sur des gros capteurs en 1 sur 1,43 pour le principal et 1 sur 1,56 pour le deuxième. En gros, c'est parmi les plus gros capteurs du marché, tout simplement, et c'est repris de ce que l'on retrouve chez Oppo, notamment, je crois, sur le Oppo X3 Neo. Je crois que c'est les mêmes capteurs. Clairement, les photos de jour sont plutôt jolies, et je trouve qu'il y a eu un réel, depuis le dernier OnePlus que j'ai testé, je ne sais même plus lequel, c'était le OnePlus 7T Pro, je crois, ou 7T, et ce qui fait qu'il y a eu un réel progrès. On a plus cette impression de noir qui vient cacher un peu les détails, qui vient aller un peu surcontraster tout ça, et ce qui fait que ici on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, entre guillemets. On a quelque chose de beaucoup mieux géré en logiciellement, clairement, on a des beaucoup plus belles photos. Vous allez le voir surtout après avec ma copine qui a fait des très belles photos macro, mais ce qui fait qu'on a des photos qui sont plutôt bien détaillées, qui ont une
pour le coup aussi une autre chose qui était un défaut pour moi sur les anciens OnePlus, qui était un peu sous-exposé. Ici on a une belle exposition, on a des belles couleurs qui ressemblent pas mal à la réalité, et on a un beau bokeh, tout simplement, quand on est dans le mode dédié. On peut quand même bien s'amuser et clairement faire de belles photos. Le côté Hasselblad n'est clairement pas juste pour le marketing, mais il y a un réel travail pour que tout fonctionne bien, et même logiciellement, voilà, comme je l'ai dit, il y a une belle amélioration. Ce qui fait que vraiment de jour, on peut faire de très belles photos, le côté 48 mégapixels permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, mais globalement, même le 12 fonctionne très bien, et au quotidien, vous pourrez faire vraiment vous amuser, tout simplement. Le très grand angle, en plus de ça, pour le côté macro, pourra plaire à certains, puisque justement, grâce à ça, grâce au côté 50 mégapixels, enfin, le capteur lui-même qui est de très bonne qualité, pas les 50 mégapixels, vous pouvez faire vraiment de très jolis macros qui sont bien exposés. On reste en ouverture 2.2 et ça reste globalement assez habituel sur la scène. Par contre, c'est surtout le capteur lui-même qui est plus évolué que la plupart des smartphones qui font de très grand angle. Tout ça pour dire ça. La plupart utilisent plus un capteur moyen de gamme, on va dire. Ici, là, c'est plus du haut de gamme, du coup. Et ce qui fait qu'on a vraiment des très très jolies photos en très grand angle. Je remercie d'ailleurs OnePlus de ne pas avoir utilisé un capteur macro pour mettre en avant la macro, ce qui fait que c'est un peu dégueulasse en général pour les divers smartphones que j'ai pu tester avec les capteurs de merde en macro. Et il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la macro avec un capteur très grand angle. Voilà, petite chose au passage, parce que ça aurait pu être clairement le cas. Ce qui fait que dans l'ensemble, il est vraiment bon. Par contre, le défaut principal, et je l'ai déjà dit du coup, c'est surtout dès qu'on a des conditions qui sont un peu moyennes. Le problème, comme je le redis, il manque clairement la stabilisation, ce qui fait que déjà en mode automatique, on ne peut pas faire de pause longue, le smartphone ne peut pas faire de pause vraiment longue, il va faire plus de photos, mais vraiment des photos très courtes, puisqu'il ne peut pas compenser avec un stabilisateur qui permettrait de faire des pauses un peu plus longues pour avoir un peu plus de luminosité. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des photos qui vont être un peu plus sombres que les autres, ou surtout un peu plus bruitées, et donc moins détaillées aussi. Ce que je peux remarquer, et surtout, vraiment de nuit, vous avez les photos notamment de l'église, donc c'est la cathédrale de Chartres, où il y a les illuminations, et on voit très très clairement la différence. Parce que même avec le mode nuit n'est pas très développé, entre guillemets, dans le sens où il va pas faire une pause très longue, là où même un Vivo V21, un Vivo milieu de gamme, il a une stabilisation optique, il n'a pas un très gros capteur, ni d'ailleurs un très gros processeur, mais ce qui fait qu'il va compenser, il a une meilleure cohérence dans tout ça, et ce qui fait qu'on va prendre la photo, on va voir quelque chose de... Tout simplement, ça fait plus plat du côté du OnePlus, il y a un peu plus de bruit, et c'est moins détaillé. Le Vivo V21, avec sa stabilisation, permet de faire mieux. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc ce qui fait que forcément, si vous êtes quelqu'un qui va faire des photos, ou qui a envie d'avoir quelque chose de performant de nuit, ou dans des conditions assez compliquées, c'est malheureusement pas le smartphone que je ne peux recommander. Ce qui fait que c'est un petit peu le côté un peu, entre guillemets, noir du smartphone. Pas noir, enfin oui, c'est du coup noir, oui, c'est ça. Mais voilà, c'est malheureusement son plus gros problème. Ce qui fait qu'on va finir avec donc la partie un petit peu photo de ma copine qui a fait quelques photos avec, qui s'est un peu amusée à faire ces petites photos, notamment en macro, et j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas, vous pouvez aussi la rejoindre sur Instagram si vous avez aimé les photos, elle fait plein de photos de la nature, etc. Si ça peut vous plaire, et je vous mets ça dans la description.
Du coup, que penser donc de ce OnePlus 9? Le OnePlus 9 est un smartphone qui est assez abordable et qui permet d'avoir un smartphone très puissant. Ça, c'est une première chose. On a aussi l'expérience OnePlus qui reste assez, entre guillemets, atypique. On a du Android pur avec plein de petites options comme on peut retrouver chez Oppo ou Vivo, du coup. Et c'était d'abord eux qui l'ont mis en place, hein, surtout, je tiens à remettre ça dans le contexte. Mais aussi avec cette réactivité assez différente de la concurrence. C'est un petit peu entaché sur le fait que sur certaines applications, le côté 60 Hz est un petit peu trop visible, du coup, et devrait être, je l'espère par la suite, compensé par une mise à jour où d'autres smartphones arrivent à faire mieux illusion que ce OnePlus 9. On a un côté plat aussi qui peut plaire à certains au niveau de l'écran, parce que clairement pas tout le monde aime ce côté un petit peu incurvé. Et on a la charge sans fil, la dash charge qui est toujours aussi impressionnante chez OnePlus, hein, qui revient bien évidemment de chez Oppo. Et globalement, ce qui fait qu'on a un smartphone assez équilibré avec ce côté mise en avant, toujours, hein, ça a toujours été le cas, de la puissance et de l'expérience utilisateur. Dans les défauts, c'est surtout qu'il manque de la stabilisation, donc pour les photos notamment et les poses longues, et il manque donc pour le mode nuit forcément vraiment des performances. Ça fait un vrai défaut, mais compensé par contre par un capteur très grand angle de meilleure qualité. Ça a été un choix, je pense, de OnePlus, mais c'est un peu dommage parce que même les milieux de gamme ont droit à de la stabilisation. Même ça aurait été basique, ça aurait été peut-être efficace d'en mettre un quand même. Ce qui est un peu touchy aussi, c'est justement la tranche. La tranche en plastique, c'est un peu particulier, ce qui fait que ça donne un côté vraiment cheap, en plus de l'écran où la partie noire est visible, la partie plastique noire. Ce sera pas forcément vu par tout le monde, mais ça pourrait être un peu, entre guillemets, ça pourrait faire trop cheap en main. Pour ceux qui veulent une expérience premium, pour moi c'est un peu dommage d'avoir négligé cette partie-là pour avoir quelque chose de cohérent avec l'expérience utilisateur. Le design pour moi en fait partie aussi. Pour terminer, c'est surtout l'autonomie qui, entre 4 et 6 heures, par rapport au dernier smartphone que j'ai testé, est clairement un peu en dessous. Même le X60 Pro, qui est un petit peu plus limité que le X51, où j'étais environ à 5h30, 6h30, voire 7h. Ici, on est encore un peu en dessous. Pour moi, je pense que le problème vient plus du Snapdragon 888, qui clairement doit être plus consommateur que le 870, et clairement derrière, ce qui fait que c'est le OnePlus qui trinque. Donc à part une meilleure gestion des ressources, mais ça fait polémique parce qu'on dit qu'on le limite, eh bien je vois pas d'autres solutions. Mais voilà, ce qui fait que c'est un smartphone équilibré dont l'expérience est la plus importante. Si c'est ce que vous recherchez, vous serez comblé. Si c'est plus la photo, vous serez comblé, mais uniquement de jour. Et ce qui fait qu'après, on a le côté slider et OnePlus tout simplement. Bref, vous avez compris, je vais pas me répéter. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.